accueillir et applaudir bien chaleureusement le grand moudjahid de la Fédération de France du FLN, M. Mohamed Dasri Edouazo. Le grand moudjahid de la Fédération de France du FLN, M. Djilali Rima. Le grand moudjahid de la Fédération de France du FLN, M. Mohamed Raphaël, alias Mouhklichi. Avant de finir, j'aimerais quand même rendre un immense hommage à une grande dame, une femme qui malheureusement n'a pas pu être présente aujourd'hui avec nous, car elle est au lit, malade, qui a sacrifié sa vie pour l'Algérie, la grande moudjahida de la Fédération de France du FLN, Madame Aïdia Lelja. Dernière précision, c'est la maman du président de l'association culturelle Témoignage et Mémoire, M. Mohamed Mekid. Bonsoir. مساء الخير فلاون. مرحبا يسود. اخواني اخواتي مرحبا بكم في هذه المناسبة تاع 19 مارس. Je voudrais d'abord commencer par féliciter les jeunes organisateurs de cette rencontre. Tout à l'heure, on était plus ou moins surpris de voir beaucoup plus de jeunes que de personnes, disons, de notre génération. Pour notre part, en tant que Moudjahidine, nous sommes très heureux de voir qu'il y a des jeunes qui sont là et qui veulent connaître l'histoire de la lutte du peuple algérien. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que il ne nous reste malheureusement pas beaucoup de temps. Les deux précédents intervenants ont pris plus d'une heure et on m'a dit nous devons libérer la salle à 5h30. On a une demi-heure. Donc on va essayer de faire en sorte de vous livrer un peu nos modestes parcours durant la guerre de libération. Et je vais commencer par donner la parole à mon frère et compagnon, Ghafar Mohamed, dit Mouhklichi. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de me trouver parmi vous aujourd'hui, de passage à Paris, parce que je ne suis pas résident ici, à l'occasion du Salon du Livre, d'être invité par le jeune Mohamed Mekid, président de l'association, qui m'a fait honneur aujourd'hui de m'inviter pour assister à cette rencontre historique. Je crois, je peux le dire, que cette rencontre consiste uniquement, je dis parce que l'histoire de la révolution algérienne, elle est longue et large. Il faut des heures, des journées et des mois et des années pour pouvoir expliquer à nos enfants justement cette histoire. Aujourd'hui, je pense, j'ai pensé, maintenant c'est personnel, que l'événement d'aujourd'hui, il est considéré uniquement le cessez-le-feu du 19 mars 1962. On n'a pas à déborder sur autre chose. Pour que cette jeune, justement, que mon compagnon cite, d'avoir des jeunes, justement, d'habitude, c'est toujours les mêmes âge, etc. Ils connaissent plus ou moins. Mais les jeunes, comme si ils ne sont pas concernés par l'histoire. Et pourtant, Aimé Césaire, le philosophe connu, il a dit un peuple sans mémoire, c'est un peuple sans avenir. Celui qui ne connaît pas ses origines, il ne sait pas où il va.
il est dans la nature, il est brouillé. Voilà, c'est ça, on cite des trucs comme ça pour que les jeunes puissent s'imprégner de leur histoire. Je dis le 19 mars 1962. Hélas, justement, la coïncidence de l'histoire, le 19 mars 1962, c'était un lundi, 56 ans après, aujourd'hui, la veille, c'est un lundi aussi, demain, 19 mars 2018. C'est le hasard de l'histoire qu'il faut rappeler pour qu'on puisse se rappeler nous-mêmes. Donc, à l'occasion du 56e anniversaire de cette fête, ce cessez-le-feu, effectivement, parce que nous, on dit là-bas en Algérie, bien sûr, même ailleurs, c'est la fête de la victoire. Parce que c'est la victoire, c'est l'opposé du 1er novembre. 1er novembre, il a allumé le feu, et le 19 mars, il l'a éteint. Donc, c'est la victoire. Bon, ça, c'est le premier point que les jeunes doivent avoir en tête. Le deuxième point, je me présente, parce que quand on parle, il faut que les gens sachent à qui on a affaire. Justement, c'est ça le problème, puisque mon ami, mon compagnon, Rescrit, disait justement, quand même, c'est un honneur pour moi de me passer la parole avant que lui-même, parce qu'en tant qu'ancien président de l'amicale des Algériens en Europe, ancien membre justement député, ancien, donc je suis très honoré justement que je m'adresse à vous aujourd'hui. Alors, les origines, parce que je dirais bien, le 19 mars 1962, effectivement, 8 ans de lutte pour arriver à cette conclusion. 1er novembre jusqu'à 54, jusqu'à 62. Eh bien, l'événement qui a marqué justement le dernier événement de la lutte de libération nationale, la dernière bataille, ça a été dit et c'est concrétisé, c'était la bataille de Paris, comme l'a appelé le regretté Jean-Luc Inaudi, la bataille de Paris du FLN, dans son livre qu'il a édité en 1991. Donc le 17 octobre 1961, c'était la bataille de Paris du FLN, de la révolution algérienne, de manière générale. Et bien le dérivé, justement, de ce jour, 19 mars 2018, et ben, c'était le 17 octobre 1961. Alhamdulillah, comme on dit, je me présente, puisque moi, Clichy, c'est mon nom de guerre, effectivement, c'est tout le monde, même Mohamed Boudiaf à l'époque, je dirais comme tout le monde, il y a des noms de guerre, parce que tout le monde ne donnait pas les vrais noms, pour des raisons, bien sûr, de sécurité et tout. Mohamed Boudiaf, il est connu, avant qu'on connaisse son vrai nom, c'est Taïeb al-Watani. Ben Mehdi, et là c'est l'Akhdar. Je cite comme ça nos héros, c'est ça, justement. Donc, ce 17 octobre, je dirais comment, quand je suis un survivant, je suis l'acteur, un des acteurs de cette manifestation, justement au sein de la fédération du FLN en France. Et en même temps, un rescapé de cet événement. Je répète encore, le dérivé du 19 mars, c'est la dernière bataille du FLN, bien sûr, du 17 octobre 61. Ben, je dis rescapé, je le dis bien, j'étais responsable au niveau de la Wilaya 1, je vous donne un peu le schéma de cette structure. Alors à l'époque, le FLN, Paris et ses banlieues, bien sûr, ils étaient divisés en deux wilayas. C'est la Seine qui les a divisés, dont dit la rive gauche et la rive droite. Moi, j'étais à la rive gauche, justement, avec... j'étais adjoint, membre du comité de wilaya, justement, le chef de wilaya et deux compagnons, deux adjoints. J'étais un des deux compagnons, l'insu personne. Voilà. Donc, toute la rive gauche, elle couvre, je dirais, puisque vous êtes tous ici, mais moi, je l'ai en tête de l'époque parce qu'on a vécu la clandestinité. Il fallait retenir, il n'y avait pas d'écrit, il n'y a pas de truc. Il fallait retenir, c'est la mémoire. Ben, la rive gauche, elle comporte 8 arrondissements. 13e, 14e, 15e, 16e, 5, 6, 7, 8. Voilà, je vous donne. Et toutes les banlieues jusqu'à Melun. Voilà. Et la rive droite, et bien sûr, les premier, deuxième, troisième, quatrième arrondissement, plus
12, 11, 12, 14, non, 11, 12, justement, là, 11, 12, 17, 18, 19 et 20. En tous les cas, et toutes les banlieues jusqu'à au nord, effectivement. Donc cette manifestation du 17 octobre, c'est une marche pacifique déjà. Parce que là, en fond, dans les manifestations, on suppose la casse, crier, etc. Mais c'est une marche pacifique. Alors donc, pour ne pas... les origines de cette manifestation, elle n'est pas tombée du ciel. Cette date-là, pourquoi pas le 15, le 20 ou je ne sais pas quoi, etc. Eh bien, le 17 octobre, c'était justement a été provoqué par Maurice Papon. Vous connaissez bien sûr que c'est un... Je ne dis pas... Je sens que ça, le qualificatif, peut-être, je ne suis pas... c'est pas maintenant de dire qu'il est criminel ou il est ce qu'il est, en tous les cas. Alors, le 17 octobre, je ne veux pas y aller plus loin parce que, comme a dit mon compagnon, on a utilisé beaucoup de temps, justement tout à l'heure, je m'excuse, les intervenants, chacun, bien sûr, a donné ce qu'il devait dire, mais on n'a pas focalisé justement l'événement d'aujourd'hui sur le 19 mars 1962. Voilà. Alors donc, cette manifestation, l'origine, je veux dire l'origine, parce qu'elle a des origines, justement. Les origines, c'était justement l'idée, je dirais l'idée de Abban Ramdan, pendant le congrès de la Souma, justement. Alors, le congrès de la Souma, justement, du 20 août 1956, bon, que vous connaissez, je n'ai pas à m'étaler dessus, ben, à partir de là, où il y a eu un message que le CCE, Comité de coordination et d'exécution, ils étaient 5, c'est connu, on n'a pas à les citer. Alors, ils ont envoyé un message aux responsables de la fédération du FLN en France à l'époque, en 56, pour bien préciser, dans lequel ce message, je l'ai même scanné dans mon livre, justement, parce que pour donner justement l'authenticité justement de cet événement, il a été signé par 6 responsables qui ont participé au congrès de la Souma, justement. Et bien, ce communiqué, ça veut dire ce message envoyé à la fédération du FLN en France, qu'est-ce qu'il dit? Je vous dis grosso modo, hein, parce qu'il est scanné, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Il a été signé par l'Arbi Ben Mehdi, celui qui a présidé le congrès de la Souma, pour que les jeunes connaissent un peu l'historique de notre révolution. L'Arbi Ben Mehdi, Karim Belkacem, Abban Ramdan en 3e position, parce que le rédacteur, celui qui a le penseur justement, et le penseur et en même temps autre chose, l'architecte de la révolution. Alors le 4e c'était Omran, le 5e c'était Zirat Youssef, le 6e Bantobal, l'Akhdar, et le 7e c'était l'Arbi Ben Mehdi, c'est le premier, je l'ai cité. Alors, donc, et le dernier, le 6e, c'était Shrif Ali Mellah. Voilà. Le responsable de la Wilaya 6 à l'époque. Voilà. Alors, donc, ce communiqué qui a été envoyé à la Fédération de front du FLN, dans lequel il disait, justement, il est clair, malgré que peut-être avec le temps, eh ben, il y a des choses peut-être qu'il faut éviter. Mais il est clair, il est là, il est scanné dans d'autres livres. Ben Khadda, il l'a scanné dans son livre, Ben Khadda. Donc c'est un communiqué officiel. Et ben, il disait à la fédération du FLN en France, éliminez les messalistes, le premier point objectif. Parce que sinon, notre révolution n'aboutirait pas. Parce qu'il faut qu'elle soit unifiée. Il n'y a qu'un seul front qui dirige la révolution. Il n'y a pas d'autre, justement. Et bien, ça, c'est le premier point. Et en même temps, dans la plateforme de la Souma, justement, qu'est-ce qui a été écrit dedans? Les objectifs fixés à la fédération du FLN, les objectifs dans la plateforme de la Souma. Vous pouvez la relire. Elle existe. Alors, 3 objectifs. Le premier objectif, structurer toute l'immigration en Europe. Pas en France, en Europe, parce qu'il y en a en Allemagne, il y en a un peu partout. Donc, structurer l'immigration en Europe. Deuxième point, soutenir justement l'effort de guerre financièrement, une fois que tout le monde est structuré. Le 3e point, éclairer l'opinion française et étrangère sur la lutte de libération nationale. Voilà les 3 objectifs fixés. Nous, la fédération du FLN, on en a appliqué, ce n'est pas à 100%, à 1000%,
justement ces trois objectifs fixés. Alors le premier, en 57, c'est Rizqi peut le dire, justement, l'histoire de la... il a parlé tout à l'heure justement de la grève de 8 jours. La grève de 8 jours de 28 janvier au 4 février 57, et ben c'est là qui a fait justement adhérer toute la masse des émigrés au FLN. Parce qu'auparavant, il y a eu un quiproquo. Il y en a qui ont cru, il y en a qui n'ont pas cru, etc. etc. Et bien la grève des 8 jours de 57, justement, elle a fait rentrer en masse toute l'émigration au sein du FLN. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, soutenir financièrement. Financièrement, une lutte sans moyens, elle ne peut pas aboutir. Justement, il faut le dire d'une manière claire et nette. Eh bien, la fédération du FLN en France, elle a soutenu les statistiques. Ils sont connus. Je vous donne tout de suite le chiffre. Alors, 80% du budget de guerre, il est venu de l'émigration. 80% du budget de guerre, il est venu de l'émigration. Alors, nos enfants, nos petits-enfants et ceux qui sont encore vivants parmi les membres de la fédération du FLN et les Algériens du matin général, ils peuvent être fiers, justement, d'avoir participé justement à cette révolution de cette manière-là, en appliquant les objectifs du congrès de la Souma. 80% du budget de guerre, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques du gouvernement provisoire de la République algérienne. Justement, Ahmed Francis, le ministre des Finances du premier GPRA, du deuxième GPRA et du troisième GPRA, présidé par M. Khadda. Dans les statistiques qu'il a données à la fin de la Révolution, 80% du budget de guerre est venu de la Révolution. Donc le nerf de la guerre, c'est bien la finance. Donc c'est ça, le point sur lequel... Alors maintenant... Il faut conclure. Il faut conclure. Je conclue. Eh ben, je conclue, alors il a raison. Eh bien maintenant, la manifestation du 17 octobre 61, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était Papon qui l'a provoqué avec son couvre-feu. Il nous a décrété un couvre-feu, justement à partir du 6 octobre, justement. Il nous a donné un nom à l'époque. Nous n'étions pas ni des indigènes français musulmans algériens. Les FMA sont invités, vous savez, hein, comme une fête, hein, sont invités à ne pas sortir le soir de 20h jusqu'à 5h30 du matin. Parce que c'est là où on travaille, justement, tout le monde travaille, c'est la nuit qu'on se réunit pour les finances, etc., etc. Donc, ils veulent paralyser l'organisation. C'est dans cet esprit-là. Et bien, nous, on a écrit à l'époque, chaque wilaya, les deux wilayas finalement, et là, ils ont écrit des rapports à nos responsables qui se trouvaient en Allemagne, le comité fédéral, lequel comité fédéral, avec le GPRA, bien sûr, en collaboration avec le GPRA. Alors, les rapports qu'on a écrits, notre organisation, elle va être asphyxiée si on continue comme ça. Si on observe cette thèse, justement. Et bien alors, c'est là on a reçu, justement, on a reçu le 12 octobre, on a reçu justement la directive, ça a mis quand même 5 jours pour utiliser la situation. Ah ben, le 12 octobre, nous on est au niveau de la wilaya 1, je ne parle pas de la wilaya 2, parce que chacun, il y a un cloisonnement. La wilaya 1, on a reçu le 12 octobre la directive, justement, le 17 octobre, préparez-vous pour le 17 octobre, justement, pour une marche pacifique. Ce n'est pas une manifestation bruyante, etc. Une marche pacifique dans Paris et encore dans le centre de Paris. Pour les deux wilayas, la 1 et la 2. Alors, mais sachez bien, le nombre de militantes et militants de l'époque, c'était 80 000 militantes et militants qui englobent les deux wilayas, plus jusqu'à toutes les banlieues aussi. Alors, 80 000 militantes et militants. Imaginez un peu ce monde-là dans les rues de Paris, que ça aurait fait. Ça a fait une révolution aussi, une deuxième révolution. Et Ben Khadda, le président du GPRA, c'est ce qu'il a dit. Il a dit Paris, justement, j'ai même les écrits ici, Paris revêt aujourd'hui une ville en état de guerre. Elle était en état de guerre, justement. Et après cette manifestation, le 17, on devait sortir hommes, femmes et enfants dans les rues de Paris, au sein de Paris, opéra et tout ce qui s'ensuit. Même ceux qui ont des poussettes, ils n'ont qu'à sortir avec les poussettes. C'est ça le rôle,
justement, tout le monde. Alors le 18, c'est les commerçants. Les commerçants n'ont pas le droit d'ouvrir, ils ont de fermer leurs boutiques tout le 18. Et le 19, voilà un jour encore qui rappelle justement l'apport de la femme algérienne. Alors toutes les femmes d'Algériens, justement, dans toute la France, doivent sortir et aller manifester devant les commissariats, devant les prisons, etc., pour dire libérer nos maris, libérer nos enfants, parce que on sait qu'il y aura des arrestations. Et bien la nuit du 17 octobre, il y a eu 12 000 arrestations. La nuit du 17 octobre. Maintenant, je cite pour les femmes, justement, la symbole, on dit la symbole, justement, de cette manifestation, la fille, la jeune victime, enfin victime, la plus jeune victime déjà, c'est la lycéenne Fatima Bdar, voilà. Elle est à Saint-Denis, elle est au collège à Saint-Denis, elle est sortie avec son cartable, justement, elle a été prise comme tout le monde, jetée au canal Saint-Denis le 17 octobre 1961 à 21h. Et ben voilà, elle symbolise. Et maintenant, Fatima Bdar, elle rentre dans l'histoire, elle est rentrée dans l'histoire. Et le 17 octobre, je reviens maintenant à l'histoire, puisqu'il est connu et reconnu. Le gouvernement français, la République française a reconnu le 17 octobre. Voilà. C'est Hollande, en 2012, il a reconnu officiellement la sanglante répression des manifestations des Algériens. Et l'Algérie, nous, bien sûr, cette année, l'année dernière, en 2016, la ministre de l'Éducation nationale, elle a inclus dans le sujet du bac, le sujet d'histoire, le 17 octobre 61. Peut-être il y a autre chose à dire, mais je viens de me dire. Alors donc je vous dis, moi j'ai vécu l'événement en tant qu'acteur et en même temps en tant que rescapé. Pourquoi rescapé? Eh bien là, il faut le dire, parce que nous étions trois, le chef du wilaya et ceux de Algériens, on était réunis à Bagneux, justement, au square Montesquieu, je le dis tout de suite. Eh bien, on s'est réunis là-bas, et ben il y a eu la police. La police, justement, a essayé il a fait une razzia. Et ben on s'est sauvé par on était au premier étage, on a sauté, Moustache, chef du wilaya, mon compagnon et moi-même, on a sauté par la fenêtre le 31 octobre 1961. Et aujourd'hui, je suis parmi vous, je suis heureux de donner je peux parler jusqu'à demain, mais tout ce que j'ai dit, il est dans le livre. Alors il y a 650 pages, et encore préfacé par Jean-Luc Unodi, celui qui m'a aidé à écrire, et en même temps, Bertrand Delanoë, il m'a félicité, j'ai scanné même son livre, et vous m'excusez, salam alaikum. À présent, je vais laisser la parole à Réma Djilali, un des compagnons de lutte. Lui, il avait occupé des responsabilités, il a milité, occupé des responsabilités ici à Paris, dans la région parisienne. La parole donc à Sidi Djilali, en lui demandant lui aussi de résumer au maximum pour qu'on puisse libérer la salle à 5h30. Merci. Merci Nasri. J'essaierai d'être bref parce qu'évidemment, ceux qui ont précédé ont beaucoup parlé de l'événement et particulièrement de la guerre d'Algérie. D'abord, monsieur le représentant de l'ambassade, monsieur le président du consul général, mesdames et messieurs, bonsoir. Je remercie Miki qui nous a invités à cette manifestation, à cette plutôt commémoration du 19 mars 1962. Parce qu'aujourd'hui, ça nous fait déjà 56 ans. C'est vrai, cette journée du 19 mars, qui est une journée de la victoire, la victoire, elle s'arrache. Elle ne se donne pas. Que nous sachions tous que cette victoire a un précédent, a une activité, a une histoire de plus je dirais, de 40 ans. Parce que je parle aujourd'hui ici, on parle beaucoup plus de la Fédération de France, et quand on parle de la Fédération de France, on est obligé d'aller le pourquoi de sa création. Nous allons jusqu'à 1926, l'étoile nord-africaine, par les, comment dirais-je,
le PPA, le MTLD, pour arriver au FNL le 1er novembre 1954. Il faut dire dans ces périodes, évidemment, il y a une période qu'on peut appeler absolument la période de l'éveil, de prise de conscience, de 1926 jusqu'à 1946. Nous parlons de la période de 46-54, qui est la période d'organisation et de préparation, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des élections, il y a eu des préparations pour la guerre, pour la préparation de l'organisation spéciale. Donc, c'est ces événements de 1945 qui ont beaucoup plus bousculé la situation jusqu'à créer l'organisation spéciale en 1947 et arriver au 1er novembre 1954. 54, évidemment, bien sûr, c'est le FNL, en proclamation qui a été par le FNL, et malheureusement, après quelques jours, nous avons appris qu'il y a une belle déclaration faite par Messali, dont on a parlé, dont ceux qui m'ont précédé ont parlé de lui. Pendant cette période, il faut dire, nous qui étions les premiers ici, on s'est retrouvés complètement dans un état où on ne savait plus à quel sens se vouer. Finalement, il a fallu prendre une décision d'envoyer des militants en Algérie pour nous ramener des renseignements exacts. Qu'est-ce que c'est le MNA? Pour nous préciser, est-ce que c'est le FNL qui combat ou bien c'est le MNA? La réponse a été directe et donnée par Krim Belkacem, et Mohamed, parce que la personne que nous avons envoyée, elle est de la région, c'est une personne qui les connaissait, qui nous a confirmé officiellement que c'est le FNL qui est en train de mener le combat. C'est à partir de là que nous avons commencé à structurer les cellules du FNL. Ce n'était pas une chose facile. Pourquoi? Parce qu'il fallait à ce moment-là la clandestinité, il fallait faire face à la situation, à la fois à la police, faire face au MNA, qui lui-même, à l'époque, s'est accaparé des locaux du MTLD. C'est cet avantage, évidemment. Et puis, il y a la personne de Messali qui était connue. Les gens se posaient la question. C'est dès lors, évidemment, qu'il y a eu des travail de profondeur, un travail qu'il fallait faire dans la clandestinité et constituer des cellules à travers, évidemment, d'abord par la capitale à Paris, puis la banlieue, évidemment, l'étaler l'action jusqu'aux grandes villes à travers les grandes villes de France, Lyon, Marseille et Lille, évidemment. Donc, c'est là où les premières cellules du FNL se sont constituées. Comme ils ont parlé, les amis qui m'ont précédé, évidemment, de la grève des 8 jours, c'est-à-dire la grève des 8 jours, quand il y a une consigne qui a été donnée par le CCE de déporter absolument le combat en France, là, évidemment, que la Fédération de France a commencé à s'organiser et à mener campagne pour la grève des 8 jours. Cette grève, évidemment, la campagne a commencé en 1956, à partir de septembre 1956. Pourquoi? C'était à l'époque où il y a eu l'inscription de la question algérienne aux Nations Unies. Donc il fallait absolument s'unir autour du même combat. Il faudrait que le FNL participe à cette grève pour montrer qu'il y a un seul représentant du peuple algérien, le FNL. Donc c'est à partir de cette grève, évidemment, qui a réussi, que le FNL a engagé un quadrillage, qu'on appelait le quadrillage, à ce moment-là, de recruter, de contacter toute la population immigrée pour contribuer à ce combat. Et c'était là, évidemment, qu'après la réussite de ce quadrillage, évidemment, le FNL sont les sortis vainqueurs. C'est là qu'il a continué à encadrer toute la France en fractionnant à l'époque l'organisation en 4 wilayas, en 1958,
et aussi wilaya en 1959. Et du rôle qu'a joué la Fédération de France au sein de cette guerre de libération. Ça qu'on le veuille ou pas, il y a une action, il y a une guerre qui a été déportée en France parce que la France à l'époque a parlé beaucoup plus d'événements d'Algérie, alors qu'il y avait une guerre. Donc il fallait déplacer la guerre en France, et c'est là où il y a eu l'événement de, comment dirais-je, les attaques de l'économie de guerre le 25 août 1958. Donc, le rôle qu'a joué la Fédération de France, il faut l'avouer, il a joué un rôle dans un cadre national, aussi bien sur le plan organique, aussi bien sur le plan financier. Et elle a également envoyé énormément de jeunes. Tous les jeunes recherchés à l'époque sont envoyés grossir les rangs de l'ALN à partir du Maroc et à partir de la Tunisie. Je sais que ce n'est pas toujours facile comment dirais-je, de parler de l'histoire en quelques minutes. Néanmoins, je vous résume à peu près en tant que ancien responsable, en tant que militant de cette époque, et je vous remercie. Et voilà. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Vous voyez qu'on a même débordé sur la période de la guerre de libération, du cessez-le-feu. Je voudrais tout simplement ajouter à ce que viennent de dire les frères qui m'ont précédé. C'est que le 19 mars, en réalité, n'a été que l'aboutissement d'un long combat du peuple algérien qui a duré 132 ans. Tout a commencé avec ce fameux coup d'éventail du Dey d'Alger contre Pierre Duval, le consul de France. J'aimerais, il y a des historiens qui sont ici, qui sont peut-être mieux placés que nous, pour vous le dire, qu'en réalité, la raison du coup d'éventail, c'est que la France a importé du blé d'Algérie, qu'elle n'a pas payé. Le Dey a envoyé plusieurs lettres à Charles X, le roi de France, et il n'a pas eu de réponse. Il convoque le consul de France, l'intrigant Pierre Duval. Il lui demande les raisons pour lesquelles, pourquoi il n'a pas reçu de réponse. Pierre Duval a répondu de manière à mettre en colère le Dey, et à ce moment-là, il lui envoie un coup d'éventail. Après ce coup d'éventail, il faut aussi dire que les batteries d'Alger ont bombardé le navire français, la Provence. Ce qui fait que Charles X, cherchant à se donner une nouvelle légitimité, avait décidé d'envahir l'Algérie. Il désigne le général de Bourmont à la tête de 40 000 hommes. 40 000 hommes à l'époque. Et le 14 juin, il débarque à Sidi Faraj. Puis il y a eu la bataille de Staouili. La grande bataille de Staouili. Et ensuite, l'explosion de Fort-l'Empereur. Le 14 juillet, plutôt le 4 juillet, excusez-moi, le 4 juillet, le Dey d'Alger capitule et s'exile en Sicile. Le peuple algérien, l'administration et les Ottomans s'effondrent. Le peuple algérien se retrouve seul face à une armée. Et c'est à partir de là que le peuple algérien a organisé une résistance farouche contre une armée bien équipée, encadrée par des dizaines de généraux et de maréchaux. Et ce combat a duré des années. Il y a eu d'abord l'émir Abdelkader qui a résisté pendant 17 ans. Le bey Ahmed de Constantine, il a tenu jusqu'en 1837. La Kabylie l'a investi en 1858.
Et le maréchal Arondan, il avait en face de lui une jeune femme de 26 ans. Le Fatman Soumer qui lui a tenu toute tête des mois, et notamment la fameuse bataille d'Isharidan. Donc, ce combat a duré jusqu'au lendemain jusqu'en 1882 avec le soulèvement de Oulad Sidi Chir, le soulèvement de 1871. Donc pendant un demi-siècle, il y a eu constamment des batailles, des combats en Algérie. C'est seulement au lendemain de la Première Guerre mondiale qu'il y a eu l'émergence du nationalisme algérien, ici en immigration. Mes compagnons ici l'ont rappelé, la création de l'Étoile nord-africaine. Elle a été créée par Haj Ali Abdelkader et Msali El-Haj. Le premier président d'ailleurs, ça a été Haj Ali Abdelkader. Ensuite, c'est Msali. Ils se sont rendus au congrès anti-impérialiste de Bruxelles. Msali a demandé l'indépendance de l'Algérie et l'Étoile nord-africaine a été la première fois dissoute en 1929 et une deuxième fois en 1936 par le Front populaire. L'Étoile nord-africaine, le PPA-MTLD a succédé à l'Étoile nord-africaine qui, le parti PPA lui-même a été dissous en 1939, mais il a continué ses activités clandestines. Arrive le 8 mai 1945, c'est le tournant, c'est là où il y a eu le déclic. Parce que le 8 mai 1945, les Algériens à Stif, à Galma, à Kharrata, au lendemain de la victoire des Alliés sur les nazis, sur les Allemands nazis, le monde entier fête la fin de la guerre, la paix, la liberté. Les Algériens sont sortis aussi à manifester pour la liberté à Sétif, à Guelma, à Kharrata. Ils ont été l'objet de massacres. Ça a commencé avec le Saad Bouzi. Saad Bouzi, c'est un jeune scout. Il a arboré le drapeau algérien à Sétif. La police l'a abattu. À partir de là, il y a eu des émeutes, puis l'armée française, commandée par le général Duval, a massacré quelques 45 000 Algériens. Le général Duval, à la fin de cette opération menée à Sétif à cette époque, il a établi un rapport pour le gouvernement français dans lequel il leur disait « Je vous ai donné 10 ans de répit. Au-delà de 10 ans, personne ne peut plus tenir la situation. » Il ne s'est pas trompé. 9 ans après, il y a eu le 1er novembre. Le 1er novembre, ce sont des militants de l'OS qui se sont organisés au lendemain des massacres de Sétif. Le PPA MTLD qui a été créé, le MTLD qui a été créé en octobre 1946, lors de son premier congrès, a décidé de préparer le peuple algérien militairement. Et il a créé l'organisation de l'OS. Ses premiers responsables ont été Belouzdad, ensuite Ait Ahmed et Ben Bella. Allah yarhamhum. C'est eux qui ont préparé militairement des militants à passer à l'action armée. Parce qu'à partir du 8 mai 1945, les Algériens savaient qu'il n'était plus possible de discuter avec les autorités françaises, avec le colonialisme français, parce que d'ailleurs, avec le décret de l'indigénat de 1871, les Algériens sont devenus des sujets et des étrangers dans leur propre pays. Ils n'avaient que des devoirs et aucun droit. Et les Algériens, depuis cette époque-là, à partir du berceau, on leur désignait leur ennemi, qui était le colonialisme français, que
seule la lutte armée pouvait les libérer. Lorsqu'on préparait les conditions pour passer à la lutte armée, le MTLD a connu une crise en 1953 entre Messali, le président, le Zahim, qui pratiquait le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité a fait énormément de mal à l'Algérie. Et la crise était ouverte entre Ben Sali et ses partisans et le comité central du MTLD. C'est à ce moment-là qu'interviennent les jeunes qui étaient au sein de l'OS, Boudiaf, Ben Boulaïd, Ben Mehidi, Didouche Mourad, Ben Bitat. Ensuite, ils se sont joints à Karim Belkacem, qui était le responsable en Kabylie du MTLD et qui a pris le maquis en 1946. 47. Donc ce sont les 6 qui ont réuni les 22, le comité des 22 qui s'est réuni au Clos Salombien, l'actuel Madania, et ils ont décidé de passer à l'action armée. Le comité des 6 s'est réparti l'Algérie en 5 zones, en 5 zones militaires. La zone 1, les Aurès, Nememcha, c'était Mustafa Ben Boulaïd, la zone 1. La zone 2 a été dévolue à Didouche Mourad. C'était la zone 2, c'est le nord constantinois. La zone 3, c'est la Kabylie, était dévolue à Karim Belkacem. C'est le commandant de la zone 3. La zone 4, c'est tout le centre de l'Algérie, c'est l'Algérois, mais c'est tout le centre. Ça va d'Alger jusqu'à l'Ouat. Ça a été le Rebah Bitat. Et enfin, la zone 5, l'Oranais et tout le sud-Oranais, ça a été l'Arbi Ben Mehidi. Quant à Mohamed Boudiaf, il a assuré la coordination entre l'intérieur et l'extérieur. Les 6 se sont joints, les 3 membres de la délégation extérieure du MTLD qui se trouvait au Caire, et ils formaient les 9 membres du CRUA. Le CRUA, il a été créé en mars 1953 par Mohamed Boudiaf. C'est donc la nuit du 31 au 1er novembre que la décision a été prise de déclencher des actions armées. C'est ainsi que le 1er novembre, pour la première fois, le FLN, parce que le comité des 6, il a décidé de mener le combat au nom du FLN et de l'ALN. Le 1er novembre, il y a eu la proclamation du 1er novembre, dans laquelle le FLN appelle le peuple algérien à la lutte armée pour l'indépendance et le recouvrement de la souveraineté nationale pour une république démocratique et sociale. La lutte de libération. La lutte de libération a embrasé toute l'Algérie. Ici en France, Boudiaf a tenu une réunion le 14 décembre au Luxembourg avec 15 militants du MTLD, et à partir de là, ils ont lancé l'organisation du FLN en France en désignant Mourad Tarbouch comme premier responsable de la fédération. À partir de là, l'immigration s'est organisée ici en France, et comme le disait Mouakilichi, Djilali, la fédération de France du FLN a fourni à 80% le budget de guerre de la lutte de libération nationale. Et c'est grâce à l'immigration et grâce au fait que la fédération fournit 80% du budget de guerre que la direction de la révolution est restée indépendante, autonome de toutes les situations extérieures pour mener le combat librement, sans aucune ingérence. Il faut le dire, et l'immigration a joué un rôle déterminant. Bravo.
Et en terminé, je m'excuse peut-être moi aussi, j'ai pris trop de temps. En 1958, le 25 août, sur la décision du GPRA, du CCE plutôt, le second front a été ouvert ici en France pour soulager l'armée de libération. Après l'avènement du général de Gaulle, le général de Gaulle, c'est sous général de Gaulle que la guerre est devenue terrible en Algérie. Pourquoi? Parce qu'il a doublé les effectifs. 800 000. Il a mis tous les moyens matériels à la disposition de son armée. Il s'est rendu en Algérie, son premier voyage pour clamer l'Algérie française et dire « je vous ai compris ». Mais le général de Gaulle, 2 ans après son arrivée au pouvoir, ayant constaté que son armée ne pouvait jamais arriver à bout de la résistance de l'ALN, du peuple algérien, il a décidé de commencer sa politique, a commencé par parler de discuter avec les combattants. Il demande de laisser les couteaux au vestiaire et de venir discuter. La paix des braves. Il a appelé à la paix des braves. Le GPRA, le CCE a répondu que les Algériens préféraient la paix, la mort des braves que la paix des lâches. Exactement. Puis il a fait sa tournée des popotes rapidement, il faut le dire, pour constater devant tout son état-major. Il s'est retrouvé dans un PC de régiment à Akbo. Le régiment commandait toute la vallée de la Souma. Le colonel commandant le régiment lui fait un exposé sur la carte d'état-major. Il conclut en lui disant « Mon général, ici le secteur est pacifié. » Parce qu'il faut vous dire qu'à l'époque, on ne parlait pas de guerre d'Algérie, on parlait de pacification. Donc, ou des événements d'Algérie de pacification. Alors il lui dit « Mon général, le secteur est pacifié. » De Gaulle lui répond « Gallo, très bien, colonel. Donc, le régiment sera relevé pour aller dans des zones de combat. » À ce moment-là, le colonel lui répond, lui dit « Ah, mon général, si le régiment quitte le secteur, je ne réponds pas de la sécurité du secteur. » À ce moment-là, le général lui dit « Mais colonel, alors, vous n'avez rien fait. Vous pensez que l'armée va rester éternellement en Algérie? Mais colonel, nous n'avons pas les moyens. » Parce qu'à l'époque, il dépensait 40 milliards de francs par an, soit 4 milliards de centimes jour. Et le discours de Gaulle avec le colonel, en réalité, il s'adressait à tout l'état-major de l'armée française, puisqu'il y avait le général Elie, chef d'état-major des armées. Il y avait le général Charles, le commandant en chef des forces françaises en Algérie. C'est une manière de leur dire, je vous ai donné tous les moyens. Vous n'êtes pas en mesure d'arriver à bout de la rébellion, comme il disait avant. Donc à présent, je vais mener une politique pour aller vers les négociations. Les négociations, il y a eu, comme ça a été dit tout à l'heure par un des intervenants, les premiers contacts ont eu lieu en Yougoslavie en 1956 entre les représentants du FLN et ceux du gouvernement français de Guy Mollet. Ça n'a rien donné. Ensuite, après l'avènement de Gaulle, il y a eu les premières négociations à Melun, qui ont été menées par Mohamed Ben Yahya et Ahmed Boumenjel, avec les représentants français. Ils se sont séparés à cause du Sahara, parce que la France a prétendu que le Sahara n'appartenait pas à l'Algérie. Alors à ce moment-là, ils se sont séparés en disant bah, la guerre continue. Ensuite, il y a eu, en 1961, les négociations des Russes, puis la signature des accords d'Évian. Et les accords d'Évian, avant qu'ils soient signés le 18 mars, 56 jours, jour pour jour, eh bien,
il faut quand même le dire, il y a eu une interruption des négociations toujours au sujet des Sahara. Pourquoi? Parce que les Français, ils ont voulu utiliser plusieurs formules. Ils sont allés d'abord par dire non, le Sahara n'appartenait pas à l'Algérie. Ensuite, ils sont passés à la formule, ils ont utilisé la formule de mer intérieure, qui doit être exploitée en commun avec tous les pays riverains et la France. Les pays riverains, c'est ceux actuellement que nous avons nos frontières avec eux, nous avons des frontières avec 7 pays. Et les Algériens ont dit que non, la guerre continuera tant que vous ne reconnaissez pas que l'Algérie, l'intégrité du territoire algérien qui va d'Alger à Tamanrasset, de Tébessa à Marnia. À ce moment-là, De Gaulle a cédé et on est arrivé à l'accord signé le 18 mars par Louis Jox, ministre d'État pour le gouvernement français, et par Karim Belkacem, vice-président du JPRA pour l'Algérie. Le 19 mars, à midi, il y a eu le cessez-le-feu. C'est ainsi que le peuple algérien, 132 ans de colonisation, de misère, et j'ajoute que à l'indépendance de l'Algérie, 98% d'Algériens étaient analphabètes. Voilà le résultat pour la France colonialiste qui est venue soi-disant nous apporter une mission de civilisation. Elle quitte l'Algérie en laissant derrière elle un peuple à 98% analphabète. Voilà ce que je voulais dire. Et on a pris un peu trop de temps. Peut-être il y a quelques questions. Si on a encore un peu de temps pour y répondre. Si nous n'avons pas de temps, on vous remercie de votre présence et des organisateurs. Je me permets de vous dire, je m'excuse, je peux passer en conseil de discipline, comme avant, bien sûr. Bon, alors, je reviens encore. Le 17 octobre, le 28 octobre, 10 jours après le 17 octobre, De Gaulle a demandé au GPRH justement la reprise des négociations. Ils ont abouti 5 mois jour pour jour, le 17 mars, je dis bien le 17 mars 1962 à 17h40. Donc les accords de Lyon étaient faits et le 19 c'était le Moi, c'est la Fédération de France qui m'intéresse, la Fédération FLN. J'ai trouvé que le lieu était très bien choisi parce que nous sommes en dessous du 19e, qui était quand même le cœur du FLN France. Il s'est quand même passé beaucoup de choses pendant cette guerre en France. Ça n'a pas démarré, comme vous le disiez, en 54, ça a démarré bien avant, puisque le Messali Hadj, l'étoile nord-africaine, est né il n'y a pas très loin d'ici. On est vraiment dans le cœur de ce qu'ils appellent la Fédération FLN de France. Et j'aurais bien voulu qu'on s'attarde davantage sur la fédération, comment elle a été créée, comment vous avez fait. Bon, j'ai bien vu monsieur Morcléchi qui nous parlait entre le sud et le nord. Moi, par exemple, je suis née à Melun. C'est pas un accident si je suis née à Melun, alors que toute ma famille est d'ici. Moi, je suis du 19e, originaire de ma famille. Nous sommes du 19e, la fameuse rue de Meaux, que tout le monde connaît. Le sang qu'il y avait dans la rue de Meaux porte mon nom, je suis une Ahmad. Les fameux qui étaient à l'origine justement au MNA, qui ensuite sont passés au FLN. Souvent, ce qu'on ne vous avait pas dit, ce que j'aurais voulu que vous disiez, c'est que les militants, pour les 3/4, ne savaient pas ces histoires entre le FLN et le MNA. C'est mon oncle, c'est Salem, c'est mon oncle. Je suis la famille, justement. Et ce qu'on ne dit pas non plus, justement, Salem, qui était donc 12 rue de Meaux, c'est la famille de Mohamed Khedj. La Wilaya 3 avait ses collecteurs ici, au cœur. Comment ça se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce que vous organisez des choses? Voilà ce qui m'intéresse. Djilalien et moi-même, nous sommes membres du Conseil national de l'Organisation nationale des Moudjahidines, qui regroupe les anciens combattants. Pour comprendre bien, les anciens Moudjahidines. Il y a un certain nombre d'activités. Nous célébrons les dates, voilà, comme aujourd'hui,
des jeunes ont organisé cette rencontre, ils nous ont appelés, nous sommes venus ici. Du mieux que nous avons pu, on a essayé de vous faire passer le message de ce que nous avons connu pendant la lutte de libération. Voilà, à présent, je pense que tout a été dit. Alors, avant de finir cette cérémonie organisée par l'association culturelle Témoignages et Mémoire, présidée par M. Mekid Mohamed, nous avons tenu également à rendre un vibrant hommage aux familles des Moudjahidines qui ne sont plus. J'appelle donc les enfants de feu Lies Derriche, anciens membres du groupe D22. Veuillez, chers compatriotes, les accueillir chaleureusement. Bonsoir, j'avais préparé un tout petit discours vraiment très court, mais même là je crois qu'il sera encore trop long. Donc effectivement, nous sommes les enfants de Lies Derriche, donc membres des 22. C'est dans sa villa que s'est tenue la réunion des 22, donc le 25 juillet. Donc la réunion dans laquelle s'est décidé le déclenchement de la guerre du 1er novembre 1954. Donc je tenais à dire qu'il avait fait preuve de beaucoup de courage parce qu'il a mis en péril sa vie et celle de sa famille en acceptant d'accueillir ces 22 dans sa villa. Il avait été sollicité par Tidouche Morad. Ils étaient ensemble donc, au golf dans un club de scout. Ils étaient très jeunes à l'époque, hein, il n'avait même pas 20 ans. Et voilà, bon, je vais pas m'attarder, je pense que les gens connaissent l'histoire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et merci à tous. Merci, monsieur le président. Le général Giap m'avait dit, c'est la première fois dans l'histoire des peuples qui luttent pour leur indépendance que le colonisé porte la guerre sur le sol du colonisateur. S'il vous plaît, je voulais ajouter. Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, merci à vous sincèrement d'être venus de loin pour écouter leur témoignage. Je vous remercie sincèrement. Je suis désolé parce qu'il y a eu un peu de décalage, du retard. Mais j'espère que la prochaine fois, Inch'Allah, le 5 juillet, on se reverra. Allez. Au plaisir, Inch'Allah. S'il vous plaît, n'oubliez jamais les Moudjahids, les Moudjahidas. Ne les oubliez jamais, les martyrs. N'oubliez jamais, comme disait l'Alechmo Tidouche Morad, si nous venons à mourir, défendez leur mémoire, on défendra leur mémoire à la vie, à la mort.